Alors, M. Canaan m'a déjà pris un petit peu de mon discours, mais je vais le répéter. Préparation de l'intervention à propos des troupes indépendantes. J'ai d'abord consulté le Larousse. Indépendant qui ne dépend d'aucune autorité, libre. Travailleur indépendant, exerçant librement son activité, sans lien de subordination avec celui qui lui demande un travail, qui refuse toute contrainte, toute soumission, qui jouit de l'autonomie politique, qui... Je m'arrête là. Je pense que ce soir, nous allons surtout parler de l'avenir des compagnies plus ou moins dépendantes. J'aime le théâtre. J'aime un métier que je pratique depuis 1967. Je passe d'un théâtre à l'autre, d'un pays à l'autre, comme spectateur et comme acteur. Je me réjouis de la diversité. Et j'entends parfois des affirmations qui me font peur. Par exemple, qu'il y aurait trop de gens qui font du théâtre. Qui va faire la sélection? Quel théâtre? Je prends le risque de parler du Théâtre du Sentier, créé en 1993 par Anne-Marie Delbar, Gilles Lambert et moi-même. Ce théâtre, depuis 19 ans et demi, s'est fixé comme objectif, inscrit dans les statuts, d'aller à la rencontre des gens dans les lieux qui leur appartiennent. Salle des fêtes, parc public, bistrot, maison de quartier, bibliothèque, galerie de peinture, théâtre minuscule, appartement, etc. etc. Ce qui n'a pas empêché certaines institutions d'inviter le Théâtre du Sentier dans des lieux improbables, sous la Seine, dans la réserve de costumes, au bar, sur le toit, dans la rue. Deux démarches essentielles et civiques déterminent l'activité. 1. Aller à la rencontre des élèves dans les écoles primaires, secondaires et les collèges. Le spectacle entre dans la classe ou parfois dans une salle pouvant accueillir 2 classes maximum. 2. Création de textes d'aujourd'hui. Commande de textes ou adaptation de textes littéraires du XXe et XXIe siècle. La création d'un réseau nécessite ensuite une complicité, une fidélité, un dialogue permanent. C'est par la lecture, plus simple à organiser, que ce travail peut se poursuivre et que le réseau peut s'élargir. Dialogue avec des auteurs qui envoient des textes inédits, échange avec des maisons d'édition. La pérennité du théâtre est liée à l'écriture d'aujourd'hui, qui doit exister en regard d'une littérature reconnue par le marché. Cette littérature a besoin d'être dite, expérimentée. Une des questions livrées à la réflexion d'aujourd'hui m'intéresse particulièrement. De nouveaux soutiens doivent-ils être améliorés, imaginés ou réinventés? J'ai vécu un rêve et cherche à le revivre. À Sécheron, sous le même toit, je répétais Le Brigand de Robert Malzer. Guillermo Botello et la compagnie Alias répétaient Le Poids des éponges. Omar Porras et Claude Strass créaient chacun un spectacle. J'ai pu assister à des répétitions dans les différents lieux quand mon imagination faisait défaut. Et il y avait un chimiste, un constructeur de bateaux et un garagiste qui m'ont aidé à leur façon à faire vivre le Théâtre du Sentier. Leur présence, leur regard, l'aide au décor, une lecture sur un bateau. Danse, théâtre, artisanat. J'ai vu là Striptease de Slavomir Rodsek par le théâtre Malandro. J'ai vu Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès monté et joué par Patrice Chéreau et Pascal Grégory. J'aime le miel, mais j'aime aussi les ruches. Les lieux indépendants occupent une place importante en ville, dans le canton, en Suisse romande. Il y a un public en demande, curieux,
nombreux. Notre travail se fait en complémentarité à l'institution. Il y a du rythme, de l'agilité, des gens passionnés dans le théâtre d'ici. Je vis des émotions très fortes dans les différents théâtres que je fréquente. Presque tous. Suis-je naïvement optimiste? Manquons-nous de confiance? Sommes-nous inféodés au terme d'excellence qui appartient à un système que je réfute? J'aimerais terminer par deux informations entendues ces dernières semaines. La première, Stockholm a construit récemment c'est-à-dire en période de crise, un opéra et un musée d'art contemporain face à face au centre-ville. Conséquence, Stockholm est devenue la ville la plus visitée d'Europe. Deuxième information, aux dernières statistiques de 2011, Genève est la troisième ville la plus chère du monde à égalité avec Zurich. À nous de jouer, ensemble. Alors, pour vous donner des précisions aussi sur le déroulement de la soirée, nous allons aborder plusieurs thèmes qui seront d'abord examinés avec, en fonction de l'expérience des intervenants, et ensuite vous pouvez aussi poser des questions puisque les professionnels sont autant d'un côté de la salle que sur le podium, si on peut l'appeler ainsi. Et on pense que la soirée devrait durer approximativement 2 heures, on fait donc jusqu'à 21 heures, et on verra ensuite si, selon les interventions, s'il est nécessaire de prolonger. Enfin, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit des rencontres, ce sont les rencontres de la profession, ce ne sont pas simplement celles du département de la culture et du sport. Donc, elles seront nourries surtout par les propositions qui pourront être faites. Alors, ce soir, nous allons aussi en voir le travail des commissaires. Les commissaires qui sont donc à la base des aides qui sont données, avec Jörg Minos qui peut nous résumer un petit peu les difficultés qu'il a eu à tenir son poste. Merci. Jacques Magnol l'a dit, donc je fais partie jusqu'à cet été de la commission théâtre du service cantonal de la culture. J'ai commencé cette activité à la fin 2005. J'avais été engagé par Jean-Pierre Ballenegger après quelques années où j'ai travaillé comme rédacteur au dictionnaire de théâtre en Suisse, qui était dirigé par la rédaction romande par Joël Aguet. Je crois bien que j'ai été l'un des... Je crois que j'ai été le dernier membre de la commission de l'aide ponctuelle engagée par Jean-Pierre Ballenegger. C'est une donnée intéressante dans le sens où Jean-Pierre Ballenegger avait engagé les premiers contrats de confiance au début des années 90, au milieu des années 90, dont par exemple avait bénéficié le théâtre du garage. Et moi j'ai commencé comme membre de la commission des contrats, c'est-à-dire la commission des experts qui suivaient le travail des compagnies qui étaient sous contrat de confiance. On ne les appelait pas encore à ce moment-là convention de subventionnement ou convention de soutien conjoint, comme on les appelle aujourd'hui. Je me souviens que j'avais été attaché, paradoxalement, alors que je venais avec un background de théâtre, on m'a attaché à suivre le travail de la compagnie Alias. Et voilà, j'ai un peu appris ce métier sur le tas. Tout de suite après, j'ai commencé à travailler dans la commission de l'aide ponctuelle. Et j'ai fait partie des deux commissions, contrat de subventionnement, et la commission de l'aide ponctuelle. Donc j'ai pu un peu suivre l'évolution de ces deux mécanismes de soutien qui ont des caractéristiques très différentes et qui ne bénéficient pas au même type d'artistes, au même type de travail, au même type de démarche. Lorsque la question se pose aujourd'hui comme une sorte d'évolution supplémentaire, est-ce qu'il faut davantage de moyens au lieu, c'est-à-dire est-ce qu'on transfère l'argent qui est aujourd'hui destiné aux compagnies, aux artistes, aux productions ponctuelles, au lieu de production,
personnellement, je le vois comme une perspective un peu inquiétante. Parce qu'on l'oppose au principe de plus de moyens aux compagnies, qui sont les véritables créateurs, les producteurs d'œuvres. Mais il est vrai que ce débat témoigne d'un système qui arrive un peu à bout de souffle, en fin de carrière. Il y a aussi une évolution des artistes eux-mêmes qui fait que, et des exigences qui leur sont posées lorsqu'ils présentent un dossier de production, qui sont opposées, qui sont très lourdes, et qui fait que, par exemple, lorsqu'une compagnie pose une demande pour une production ponctuelle, c'est-à-dire une par année, en tout cas moi je parle du point de vue de l'État, du point de vue de mon expérience au canton, ils doivent remplir énormément d'exigences de type administratif. Ils doivent répondre à toute une série de critères qui sont, pour ainsi dire, extra-artistiques, mais qui sont extrêmement importants, qui concernent la présentation de leurs états financiers. Ça demande énormément d'expérience, ça a amené même à la création de nouveaux métiers à l'intérieur du monde du théâtre, du spectacle, c'est celui des administrateurs. Ça s'est énormément développé ces dernières années. Donc nous avons un système actuel où, je crois que je le lisais ce matin dans le forum de Genève Active, il y a d'un côté les compagnies qui bénéficient d'un certain nombre de caractéristiques en termes d'administration qui sont très fortes à ce niveau-là, et les autres. C'est une réalité, mais à mon sens, c'est plutôt un problème. C'est plutôt un problème parce que ça détourne la réflexion de l'essentiel, qui est celui de la création. Actuellement, donc, dans le système actuel et ponctuel soutien conventionné, nous avons donc deux systèmes qui cohabitent. Le projet ponctuel, qui atteint un peu sa limite, parce que pendant longtemps, l'aide ponctuelle à l'État a commencé en 1963. Ce système a permis de créer une circulation d'œuvres, une circulation de production très importante qui a alimenté une culture littéralement alternative, contre-culture même dans les années 60, face aux institutions qui étaient en place. À ce moment-là, c'était essentiellement le Grand Théâtre, puis la Comédie de Genève à l'époque était une institution pratiquement privée. Donc, du moins, par la qualité de sa... Enfin, par la qualité, non, par les conditions des productions, des accueils qu'il présentait. Et avec la création des conventions, plus tard, on en est venu... On se retrouve dans une situation où il y a un peu de la double vitesse. Des compagnies qui, parfois... existent le temps d'une seule production, mais qui sont souvent animés par des artistes qu'on reconnaît, qui sont importants dans la ville et qu'on reconnaît au fil des différentes associations qu'ils créent pour pouvoir créer des spectacles, et puis des compagnies conventionnées. Alors, à mon avis, quand je dis que le système de l'aide ponctuelle arrive un peu en bout de souffle, je veux dire par là que les artistes, en même temps, sous l'impulsion de ces nouveaux mécanismes de production sur la longue durée qui permettent à des compagnies conventionnées de travailler sur la longue durée, souhaitent véritablement travailler sur la longue durée, ce qui est tout à fait légitime. Parce qu'il y a une véritable stimulation à travailler la cohérence du travail artistique, à travailler sur la longue durée
à la création d'un langage esthétique et aussi éventuellement à expérimenter des ruptures. Il y a aussi des rythmes de travail. Les compagnies, en même temps qu'elles présentent des productions ponctuelles, souhaiteraient souvent travailler plus longuement, répéter plus longuement, faire de la dramaturgie pendant plus longtemps. Donc lorsqu'on pose la question de plus de travail, plus de moyens au lieu, il faut être conscient que les moyens à disposition, les moyens financiers à disposition ne sont pas élastiques. Il faut véritablement faire des choix. Personnellement, je suis plutôt favorable, et j'espère ne fâcher personne, je suis plutôt favorable à ce que l'aide ponctuelle soit transformée en convention. Je veux dire par là que, par exemple, actuellement, le fonds d'aide ponctuelle, qui est le fonds de soutien à la création indépendante, qui à l'État est à peu près de 1,6 million, devrait, je ne sais pas, comme ça à la louche, pourrait être réduit pour les productions ponctuelles d'à peu près 3/4, qu'on pourrait transformer en convention de longue, moyenne durée. Voilà, donc Jacques me demande d'être plus court. Cet après-midi, une camarade comédienne m'a demandé aussi d'être court. Donc je vais raccourcir. Juste une chose. En même temps que je soutiens qu'il faut remplacer les productions ponctuelles par plus de conventions, j'estime qu'il faut quand même garder une partie du fonds d'aide ponctuelle à des compagnies jeunes, à des compagnies très très jeunes, celles qui débutent. Il faut quand même les voir au travail. Et en même temps que l'on multiplie les conventions de soutien ou les contrats de confiance, pourquoi pas rétablir les contrats de confiance à des échelles différentes, niveau communaux, niveau cantonaux. Les compagnies n'ont pas la même vocation à tourner comme certaines compagnies de danse, par exemple le Tombourou. En même temps qu'on met en place ce mécanisme, il faut aussi, évidemment, réformer le système des commissions. Je suis désolé, je parle de ça juste au moment où tu me demandes d'arrêter, mais il est très important, lorsque on renforce le système de soutien, que la qualité et la transparence des méthodes de sélection et d'évaluation soient également réformées. Je peux entrer dans les détails après, s'il vous plaît. Oui, il n'était pas question de raccourcir ton intervention, mais c'est un sujet qu'on va aborder tout de suite après l'intervention de Bernard Favre, puisque déjà des lieux ici, avec Rossella Incaboni par exemple, qui a peut-être une position différente de la tienne, et en même temps une communication d'Eric Engelmann qui lui serait plutôt de ton côté. Alors nous remercions aussi Bernard Favre, donc, qui est le président de l'organe de répartition de la loterie romande pour Genève. Merci d'être venu. La dernière rencontre, Joël Comet était venu aussi pour le canton. Maintenant, on aimerait que vous nous précisiez un petit peu quels sont les critères de la loterie romande et aussi s'il est possible d'imaginer un travail commun des commissions ville, canton, loterie romande afin d'éviter la précarisation des soutiens. Je vous remercie. D'abord, je remercie M. le Conseil administratif de l'invitation. Il est important de rappeler ce qu'est la loterie romande et ce qu'est l'organe de répartition des bénéfices de la loterie romande. Les jeux de loterie, les jeux de casino, tous les jeux d'argent étaient interdits jusqu'au moment où on a décidé de les autoriser en 1912, à condition qu'ils servent l'utilité publique. Et c'était les cantons qui étaient chargés d'autoriser des jeux de loterie dont les bénéfices devaient exclusivement servir l'utilité publique. Et l'utilité
publique. La loi définit de manière assez large ce que c'est, mais en tout cas elle définit ce que ce n'est pas. L'utilité publique, ce n'est pas le financement de tâches publiques. Ce n'est pas le financement de tâches relevant d'obligations légales de l'État. C'est-à-dire quand une commune ou lorsqu'un canton décide d'une action, eh bien c'est lui qui la paye, ce n'est pas la loterie. La loterie est donc beaucoup plus en soutien des initiatives privées, des initiatives associatives, des initiatives indépendantes, pour résumer. Donc c'est la mission principale de la loterie romande, c'est cela. Vous avez, beaucoup d'entre vous probablement, et d'ailleurs je vous en remercie, participé à la votation l'an dernier, en début de cette année, pardon, pour la norme constitutionnelle protégeant les loteries, garantissant dans la Constitution fédérale le rôle des loteries. C'est précisément pour éviter que l'argent que les joueurs de loterie perdent soit totalement squatté par soit les pouvoirs publics, soit alors les privés via les casinos. Ce préambule est assez important pour comprendre la suite et pour comprendre ce qui se passe concrètement avec la loterie romande. L'utilité publique, c'est donc pas seulement la culture, c'est aussi la culture, mais c'est aussi le domaine social, c'est aussi le domaine environnemental, c'est aussi le domaine de l'enfance, de l'éducation, de la recherche. Je vous cite un exemple, lorsque des personnes en situation de handicap veulent aller au bain de Crécy pour des soins d'ergothérapie, eh bien, et si ces personnes ne sont pas dans un établissement pour personnes handicapées, eh bien, elles ont de grandes difficultés à se faire accompagner. Il n'y a rien qui est prévu pour les accompagner physiquement, parce qu'elles ont besoin d'aide pour y aller, pour les aider à s'habiller, pour les aider à profiter de ces soins. Eh bien, il y a une association privée qui a eu un projet qui consiste à accompagner ces personnes, et la loterie romande finance ce projet. C'est un exemple de ce qu'on fait, et puis les autres exemples sont des exemples, il y en a ici autour de la table, des gens d'ailleurs, ça me fait beaucoup d'émotion de les revoir ici, parce qu'ils m'en ont donné beaucoup dans le passé au niveau artistique, en particulier au bar. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont quand même importants à comprendre, et l'utilité publique, c'est un terme vague, c'est la raison pour laquelle dans l'ensemble des cantons romans en tout cas, parce qu'en Suisse alémanique c'est un peu différent, hein, quand un canton décide de faire une fête à l'occasion de l'élection d'un de ses conseillers nationaux à la présidence du Conseil national, il fait une fête à 350 000 francs, puis il va puiser dans le fonds de loterie. À Genève ça ne se fait pas, heureusement, et dans les cantons romans non plus. Les cantons romans désignent des organes, des commissions, avec à Genève 9 à 11 membres, qui ont la tâche de faire des choix en fonction du budget que nous avons à disposition, et de faire des arbitrages et de les proposer au Conseil d'État qui les valide dans quasiment 100% des cas. Et ces personnes sont choisies par le Conseil d'État en fonction de leur connaissance large de l'ensemble du réseau social, du tissu associatif plutôt du canton, et elles sont censées représenter la société civile dans sa diversité. Donc c'est un tout petit parlement. Ces arbitrages se font non pas en fonction de choix de politique culturelle, nous n'avons pas pour mission de faire de la politique culturelle, là je parle maintenant des attributions dans le domaine culturel, nous ne faisons pas de choix de politique culturelle, ça c'est à la ville de le faire, aux autres communes ou au canton. Nous devons arbitrer en fonction de critères d'utilité publique. Alors, c'est très difficile à les concrétiser. Alors on a essayé de faire cet exercice l'année passée, parce que vous le savez tous, l'année passée, l'année à laquelle le Conseil d'État a décidé de nous confier la présidence de cet organe, le fonds s'est trouvé dans des difficultés financières assez considérables, il avait épuisé ses réserves, et du jour au lendemain, on a dû réduire la voilure, tout simplement parce que l'argent, il n'y en avait plus. Et à partir du moment où on devait réduire la voilure, il était nécessaire et indispensable que nous formalisions les critères qui fondaient nos décisions. C'est un travail qui a été conduit par l'ensemble des membres de l'organe, avec l'appui de son secrétariat. Et très rapidement, il est impératif aussi de les rendre publics. Donc, ils sont publics sur le site entraide.ch. Alors, il y a des critères formels et il y a des critères qui sont... Il n'y a pas de grille Excel qui fait qu'on a droit ou pas droit à un don de la loterie romande parce qu'on remplit ces critères-là.
c'est les critères qui fondent nos décisions. Un ensemble de critères qui fondent nos décisions. Donc, il est évident qu'il y a une part j'allais dire, d'arbitraire dans les décisions. C'est-à-dire c'est la part de la liberté de choix qui consiste à... Voilà, 9 personnes se disent, bah, finalement, ce projet-là nous convainc et celui-ci ne nous convainc pas. Maintenant, la difficulté, puisque la question qui m'avait été posée il y a 2 jours, c'est comment l'organe de répartition envisage-t-il 2 éléments. D'abord, la collaboration avec les autres subventionneurs, et deuxièmement, l'accroissement du nombre de demandes. Alors, sur l'accroissement du nombre de demandes, je vais peut-être vous donner un chiffre. En 1996, il y avait à peu près 1,5 million qui était attribué à la culture par la loterie romande, et en 2010, il y avait à peu près 15 millions qui étaient attribués à la culture par la loterie romande. Donc ça vous donne une indication de l'évolution. Dans les autres domaines, l'évolution n'a pas été du tout comparable. Il y a une grande stabilité dans les autres domaines. Donc comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors il y a 2 possibilités. Une possibilité, c'est de dire, bon, de toute façon, le gâteau n'est pas plus grand, mais il y a plus de monde qui le mange, alors on donne des parts plus petites. C'est ce qu'on peut appeler le saupoudrage, et ce qui met les productions dans des situations désastreuses, parce qu'elles ont besoin de 20 000 francs, elles en reçoivent 5. On se dit, bon, j'ai quand même reçu, il faut quand même que je fasse mon projet, mais alors je vais en faire moins, et puis en gros, on met les gens dans une précarité terrible, et parfois il aurait mieux valu, peut-être, que obtenir une décision de refus, et puis qu'on commence sur quelque chose de neuf, et qu'on essaie avec quelque chose de neuf ailleurs. La décision que l'organe a prise, c'est, dans la mesure où les demandes sont raisonnables, et dans la mesure où, par exemple, l'utilisation passée des dons a été justifiée correctement, eh bien, nous essayons d'attribuer quasiment la totalité de ce qui est demandé. Encore une fois, si c'est raisonnable, hein, si nous sommes les seuls à financer un projet, on ne va pas vous donner la totalité de ce que nous demandons, ce que vous demandez. Mais nous essayons d'attribuer à peu près la totalité de ce qui est demandé. C'est depuis cette année, hein, depuis 2012. Et puis, forcément, il y aura plus de refus. Mais c'est soit on choisit de soutenir, et de soutenir vraiment, mais on essaie de ne pas choisir du bout de la langue, du bout des lèvres, pour essayer d'éviter le reproche de ne pas avoir soutenu, et ensuite, en gros, démerdez-vous pour le faire quand même. Deuxième élément, c'est la question de la coordination avec, notamment, la ville, mais il y a d'autres communes, hein. Il n'y a pas seulement la ville. Alors évidemment, la ville, par sa dimension budgétaire en termes culturels, est déterminante, mais il y a d'autres collectivités, il y a aussi d'autres institutions privées qui soutiennent la culture. Alors, il est difficile, la coordination, elle est importante, mais elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut évidemment se rappeler que les buts ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas le tiroir-caisse du canton ou de la commune. Nous sommes là pour financer l'utilité publique dans un sens large, avec une autonomie. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on donne l'argent de la loterie à la ville et au canton, puis ils se débrouillent avec cet argent-là, ils le feront mieux que nous. Il n'y a pas de souci. Donc évidemment, faire exactement les mêmes choix, c'est pas judicieux. Par contre, il y a un certain nombre de principes qu'on essaie de mettre en œuvre. On essaie de ne pas aller contre les décisions de la ville. Lorsque la ville, et en particulier avec les nouvelles demandes, les institutions qui nous font une première demande, si ni la ville ni le canton ne les soutient, en principe on ne va pas les soutenir, parce qu'on les mettrait dans une situation de précarité. Et on contrerait des décisions qui sont prises par des organes beaucoup plus professionnels que nous, avec des gens beaucoup plus compétents que nous pour ça. Nous sommes des généralistes, et en ville, et au niveau du canton, avec Georges notamment, il y avait, parce que Georges n'en est plus, mais il y en a toujours aujourd'hui, il y a des gens qui sont des spécialistes des choix culturels. On essaye de se concerter avec une marge de manœuvre qui est aussi celle du secret de fonction, puisque chacune de ces commissions est soumise au secret de fonction et au secret des délibérations. Marge de manœuvre difficile, mais on essaie de se concerter. Il arrive maintenant, il arrive de plus en plus fréquemment, que lorsque nous prenons nos décisions sans connaître les décisions à venir d'organes comme la commission ville ou la commission au niveau du canton, eh bien, il arrive que nous proposions d'attribuer un montant sous la condition que la ville ou le canton l'attribue également un montant. C'est comme ça que nous essayons de nous caler sur des décisions qui sont celles de la ville ou du canton ou d'autres communes, sans nous borner à être purement et simplement leur tiroir-caisse. Ce qui n'est d'ailleurs pas leur intention et ce n'est pas leur intérêt.
Il y a un dernier élément que je n'ai pas abordé ici et que Monsieur le conseiller administratif m'excusera d'aborder ici en primeur avant que j'ai eu l'occasion de lui en parler. Mais nous avons aussi le devoir, enfin nous sommes soumis à une surveillance, hein, comme la ville d'ailleurs, surveillance de l'inspection cantonale des finances en ce qui nous concerne et potentiellement la Cour des comptes. J'ai demandé à ce que l'année prochaine, l'inspection cantonale des finances vienne inspecter nos comptes 2012, et notamment notre dispositif de contrôle interne. Et il y a un certain nombre d'éléments qui m'inquiètent. La loterie romande, depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs années, soutient financièrement des institutions qui appartiennent à une collectivité publique. Ce n'est pas conforme à la loi fédérale. On va se faire taper sur les doigts. On soutient des institutions privées, des associations privées qui financent des travaux qui sont dans des locaux qui vont finalement appartenir à une collectivité publique. Ce n'est pas normalement dans notre rôle. Notre rôle est de soutenir l'associatif, l'indépendant. Et là, il y a une réflexion qui devra s'engager avec la ville. Comment est-ce qu'on fait, avec la ville et avec d'autres, comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse, de l'autre côté, se mettre en conformité avec nos obligations légales, sans que ça pénalise les institutions de la ville, et de manière à ce que nous puissions utiliser l'entier de nos moyens pour ce qui est, je dirais, la création indépendante, et la production indépendante. Voilà les éléments de réflexion sur lesquels nous sommes à ce jour. Et la plupart d'entre vous, étant des acteurs qui ont probablement eu affaire avec la loterie romande au cours des dernières années, vous avez reçu cet été pour la première fois un courrier vous informant de la situation financière du fonds loterie romande. Donc nous avons stabilisé la situation qui était très fragile l'an dernier, mais évidemment nous devons aussi tenir compte du fait que des risques importants continuent de planer. D'abord, c'est la stagnation des recettes qu'on observe en ce moment, qui aura un impact dans une année ou deux. Les recettes de la loterie romande vont cesser d'augmenter. La tendance sociétale à jouer plutôt sur Internet, sur des jeux plus ou moins illicites que dans un stand de la loterie, ces tendances sont lourdes et on ne peut rien faire contre cela. Et puis, les risques aussi du processus législatif au niveau fédéral. Les chambres fédérales sont en train de travailler, vont bientôt se voir soumettre un projet de loi d'application de la norme constitutionnelle qui a été votée en mars de cette année. Et bien là, vous pouvez bien imaginer que tous les lobbies vont se mettre en œuvre. La Confédération et les casinos ont partie liée, parce que finalement, la Confédération préfère qu'il y ait des casinos plutôt que des loteries, puisque 80% des bénéfices des casinos vont à la Confédération pour l'AVS. Les cantons ont intérêt à défendre les loteries, mais ils ont aussi intérêt à ce que finalement les loteries puissent financer les comptes des cantons. Enfin voilà, le jeu va être très difficile, donc on ne peut pas vous dire aujourd'hui que dans 10 ans, nous continuerons d'avoir autant d'argent qu'aujourd'hui. Tous ces éléments, on doit en tenir compte dans les critères de financement. Merci Bernard Favre, et je rappelle que